Donc bonsoir à vous, bonsoir. Le projet d'aujourd'hui est malgré tout assez simple. On va se faire les principales matinales qui ont été diffusées ou qui sont qui sont dispo sur YouTube. On va lire les quelques communiqués que j'ai pu voir. Et puis je vous donnerai un peu le biscuit que j'ai. Voilà, depuis moi j'ai pas beaucoup dormi, vous savez. Tiens, je reçois encore des messages, je reçois des messages en permanence de plusieurs sources sur ce qui est en train de se tramer en ce moment. Donc voilà. Désormais, Gabriel Attal a donc, vous le comprenez, une campagne à mener. Il est à Matignon en train de s'y préparer. Donc je vais faire un résumé des informations juste après. En gros, je vais vous synthétiser ce que j'ai lu et ce qu'on a vu là. C'est tout simplement que, a priori, dans la confidence ont été mis, et ça c'est a priori prévu par la Constitution, les présidents des assemblées, donc il y a le Braun-Pivet qui a tout fait pour dissuader et qui n'est pas d'accord avec ce choix. Elle l'a fait savoir ce matin, notamment en matinale. On a un Gabriel Attal qui évidemment redoutait absolument ce scénario, mais un Emmanuel Macron qui est convaincu, et ça je vous l'annonce, qui est convaincu que pour lui là c'est une nouvelle présidentielle qui commence quelque part, un nouveau moyen d'asseoir sa majorité, d'avoir les bras un peu plus larges, un peu plus de latitude, et il pense en sortir très largement renforcé de cette séquence. Il pense que il n'y a aucun risque que le RN puisse gagner l'Assemblée. C'est l'un des insides qui a été révélé ce matin, alors je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est tout à fait une rumeur ou si c'est la vérité absolue, c'est de toute façon toujours le problème des off. Il y croit dur comme fer, il croit dans son destin, etc. Ce qui est sûr, c'est que cette incompréhension, elle est très largement partagée. J'ai regardé par exemple cette nuit, comme j'ai dormi 3 heures et que j'arrivais pas à dormir avec ce qui se passe en ce moment, j'ai été voir les journaux locaux notamment. Il y a plusieurs journaux locaux qui sont allés dans leur département interroger les députés sortants pour prendre le pouls sur cette situation, et ce que j'en retiens, c'est trois éléments assez intéressants. Le premier élément, c'est que selon plusieurs députés du Rassemblement national, qui ont été interrogés par plusieurs du coup rédactions locales, journaux locaux, il en ressort quand même que le RN s'attendait à un moment ou à un autre à ce qu'il y ait une dissolution. Et donc, en gros, eux, ils s'attendaient à ce que la dissolution soit après les Jeux Olympiques. Mais ils ont déjà prévu le cas de la dissolution. Et on a une députée RN, allez savoir si c'est vrai ou pas, qui dit qu'en gros, là, ils sont un peu pris de court, mais pas trop, parce qu'en fait, ils avaient déjà tout prévu et qu'en gros, ils ont pu qu'à appuyer sur les boutons impression. Ça me fait penser un peu à la séquence du grammage de papier qu'on a eu hier sur BFM en édition spéciale, dans les QG du RN. Je ne sais pas si, en gros, c'est de la vérité ou de la com politique, mais eux, tout serait quasiment déjà réglé. Ensuite, les députés de la Macron, quelques-uns dans certains journaux locaux, je pense notamment, je crois, à celui de l'Ardèche, qui nous expliquent qu'en fait, ils ne sont pas du tout sûrs d'y retourner, en fait. Ils ont l'impression de s'être cassé le cul pour rien. Et tout ça pour ça, ils sont complètement pris de court, ils sont assez désespérés. Ce qui va rejoindre des sentiments qu'on a pu voir dans les images qui ont été chopées au QG de Macron ou auprès des principaux militants. Du côté de la gauche, le discours est à peu près, dans les députés sortants, un discours à l'union, reconduction des sortants, nouveaux accords ou mise à jour des accords pour les circonscriptions où il faudrait gagner. Il y a pas mal de circonscriptions qui ont de fortes chances d'être perdues quand même. Je pense ici à celle de Redon, par exemple, en Ille-et-Vilaine. Quand même pas gagné. Celle de Rennes, ça a l'air d'aller, hein, mais les autres, bon. Donc, il faudrait pas se laisser aller au défaitisme, mais bon, ça, j'en reparlerai juste après les principales matinales qu'on va regarder sur l'état de l'union de la gauche plus précisément. En tout cas, il faut savoir aussi qu'Emmanuel Macron avait le choix d'organiser cette élection entre 20 et 40 jours, c'est ce que prévoit l'article 12. Il a décidé 20 jours pour que ça colle juste avant les JO. Normalement, le dépôt des listes est prévu le 4e vendredi avant le scrutin. Là, il n'y a même pas que ça, ce qui pose dans les 28 jours, après 30 jours avant. Là, il n'y a même pas ce cas de figure, donc ça va être... Le piège, on va le voir, il est évident. On va le voir assez rapidement. Il est évident, le piège. Il est vraiment pas dur à comprendre. Et d'ailleurs, on va peut-être se faire Clément Beaune tout de suite. Clément Beaune, Jean-Philippe Tanguy, vous n'êtes donc plus officiellement député de l'Assemblée nationale. Clément Beaune, cette décision du président de la République, est-ce que c'est un acte de courage ou alors un suicide collectif de la majorité ? Non, c'était un acte nécessaire. On a vécu hier une soirée qui, de mon point de vue, est un choc.
est un choc, on en reparlera peut-être d'ailleurs, français et européen. On va rentrer dans les détails. Avec Oui. dans notre pays une extrême droite à 40%, avec une participation qui a été élevée, donc les Français ont participé à cette élection en réalité, et une majorité présidentielle, disons-le. Élevée, pour les élections européennes, elle est élevée. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls, parce que j'entends beaucoup de partis politiques aujourd'hui faire comme Je vais monter le s'ils son. avaient gagné. Quand on regarde la droite traditionnelle, Les ou même Républicains le bloc de gauche, ce ne sont pas des résultats positifs. Je ne m'en réjouis pas d'ailleurs. Vous Donc dites il fallait... nécessaire, mais rien n'obligeait Emmanuel Macron, J'y viens. juridiquement, institutionnellement, à dissoudre. Il y avait plusieurs options. Soit on fait rien, je pense que c'était impossible, et qu'on voit bien dans le système du quinquennat, il y a toujours Là, il un se retrouve moment, à défendre finalement, de parcours, de une ligne qui n'est pas du tout la ressourcement, sienne. de rafraîchissement nécessaire. On l'a vu avec des crises dans chacun des quinquennats depuis les années 2000. Soit on ne faisait rien, je pense que c'était impossible. Là, on va parler de la Soit France, on on va parler des faisait, législatives, on parce nous que c'est peut-être le reprochait à fascisme juste dans titre 3 des semaines en France. ajustements. Donc, Un remaniement, un petit changement ici ou là dans le gouvernement ou dans la majorité, je pense que ce n'aurait pas été à la hauteur de la crise que l'on vit. Sauf Donc que il là, fallait vous donnez raison, un changement Clément nécessaire Beaune. et rapide. Vous donnez c'est une ligne qui n'est absolument pas la sienne, qui se retrouve à défendre. Je pense qu'il n'en pense pas un mot. Hein. raison au rassemblement. Il essaye de se placer, revenir dans le jeu, Clément Beaune. Hein. Il a été sorti durant le dernier remaniement. Il était soi-disant l'aile gauche, comment dire, l'irraisonnable, etc. Il est là pour jouer son rôle de toute façon, mais clairement, il se retrouve à défendre une ligne qui n'est pas la sienne. C'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le piège de dire on n'a qu'à leur filer le pouvoir ou les mettre à l'Assemblée, on verra bien qu'ils sont nuls. Nous, on voit qu'ils sont nuls parce qu'on est de gauche et qu'on se renseigne, mais les gens qui se renseignent pas, ils ont l'impression qu'ils travaillent. Hein. Et du coup, ils le revendiquent. Hein. Ben, voilà. Tirer les conséquences. Alors, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que le RN a joué tout le long de la campagne sur une ambiguïté sur l'Ukraine, en envoyant par exemple Thierry Mariani pro-russe, hein, avec des intérêts russes pour débattre par exemple, et en n'étant pas très clair sur cette question-là. Et en fait, effectivement, les électeurs du RN, ils s'en battent les couilles de l'Ukraine. Voire la poutinophilie chez une bonne partie des électeurs du RN, elle rentre peut-être même en jeu. Donc là-dessus, en termes de stratégie, ils ont pas été bêtes. Hélas, hein, hélas. Par contre, putain, choisir pour le RN pour des préoccupations de pouvoir d'achat, faut vraiment ne pas avoir lu les tracts de propagande électorale qu'on a lus ici en stream. Les 2 premiers points, c'est niquer les étrangers. Enfin, c'est vraiment... Il y a sur les 10 points, les 10 principales mesures du tract de propagande électorale du RN, le seul qui concerne le pouvoir d'achat, c'est sortir du marché commun de l'énergie, ce que tout le monde, par ailleurs, à part LREM, demandait. On comprend bien que beaucoup de gens ont aussi voté RN et Bardella uniquement parce qu'il a fait l'objet d'une campagne médiatique sans commune mesure, avec un temps d'antenne absolument délirant, et que il s'est retrouvé de fait à incarner une forme d'opposition unique et monolithique face à la Macronie, quoi, ce qui est un peu terrible. Il y a quand même une campagne express là qui s'ouvre pour les législatives, puisqu'il y a un scrutin le 30 juin pour le premier tour, le second tour le 7 juillet. Clément Beaune, du côté de Renaissance, on explique qu'il sera hors de question de présenter un candidat face aux députés sortants qui figurent dans le champ républicain. Ça veut dire quoi ? Il est là, le loup. Ça veut dire quand il y a un risque... Le loup, il est là et vous allez tout de suite comprendre, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé hier. Soyez très attentifs à ce qui va se dire. Du côté de Renaissance, on est en juin pour le premier tour, le second tour le 7 juillet. Clément Beaune, du côté de Renaissance, on explique qu'il sera hors de question de présenter un candidat face aux députés sortants qui figurent dans le champ républicain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand il y a un risque d'une élection d'un député du Rassemblement national, qui est notre premier adversaire politique, mais aussi, je le dis j'en suis convaincu, pour ce qui me concerne de la France insoumise, eh bien, il est préférable de voter pour une autre personne, d'une autre formation politique, même s'il faut faire une forme de sacrifice pour nous-mêmes. Si le député sortant est de la France On verra au insoumise, cas par cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un risque d'élection Rassemblement national ou la France insoumise, et pour le dire très clairement, moi je préfère en effet, je l'assume, qu'à l'Assemblée nationale, quand il y a un risque d'avoir un député du Rassemblement national, il y ait plutôt quelqu'un de la droite classique ou de la gauche classique, et je mets aussi la France insoumise, même si moi je n'ai jamais dans le mis même de sac que le Sénégal. RN. Alors attendez, c'est important. Alors c'est super important parce que alors lui, il dit qu'il met LFI peut-être dedans, blablabla. Beaucoup ne le mettent pas. En gros, et c'est ce qu'il va dire juste après, toute cette stratégie, elle est très facile à comprendre. Si vous êtes un député du PS ou d'Europe Écologie Les Verts, que vous n'allez pas faire la NUPES, que vous ne faites pas le Front Populaire, on ne vous emmerdera pas. On vous laissera tranquille, on se désistera et on fera en sorte que vous soyez réélu, en gros. Par contre, si jamais vous allez vous accoquiner avec des gens en dehors du champ républicain, et c'est la petite musique qui a monté depuis 2 ans, c'est-à-dire la France insoumise notamment, je ne vois pas pourquoi elle serait en dehors du champ républicain d'ailleurs, le Parti communiste peut-être d'ailleurs, je ne sais pas s'il est inclus ou pas là-dedans dans ce calcul, et puis si c'est encore plus à gauche, on n'en parle même pas,
Là, vous êtes en dehors du champ républicain, et là, on vous renvoie dos à dos avec l'extrême droite, et bon. Est-ce qu'on est prêt à travailler un peu différemment et à sortir de notre zone de confort? Si tout le monde dit « moi je suis gagnant, moi il n'y a rien à faire, moi je ne veux pas de l'extrême droite au pouvoir, mais je ne fais aucun effort », y compris la majorité, on ne va pas y arriver. Bon, et on a vu depuis, parce que c'est ça l'autre fait politique, depuis 2 ans, qu'on a une majorité, on a une majorité relative. Je le dis très humblement, je pense qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences de ce choc politique qu'ont été les élections de 2022. Ça veut dire qu'il aurait fallu une coalition ? Oui, on n'a pas réussi à la mener, mais les torts sont partagés. Les autres partis de la gauche modérée ou de la droite modérée ne l'ont pas voulu non plus. On ne va pas regarder dans le rétro. Mais en quoi les conditions d'une coalition qui n'étaient pas forcément réunies en 2022 sont réunies aujourd'hui ? Parce que chacun doit prendre la mesure de la gravité de la situation. Donc en gros, on dissout pour vous mettre face au fascisme, soyez responsables, faisons le bloc bourgeois, qui va de Glucksmann jusqu'à LR, pour avoir et on cornérise comme ça la gauche, qu'on laisse comme des miettes, telle la ceinture dans The Expanse. Et d'ailleurs, peut-être on arrive à une forme de bipartisme, bloc bourgeois, extrême centre / extrême droite. Ils pensent en sortir gagnant. C'est extrêmement dangereux comme stratégie. C'est suicidaire. Il faut que tout le monde soit clair. Moi, puisque c'est un débat, je me permets une question, Monsieur Tanguy. Si vous travaillez avec Madame Maréchal, vous travaillez donc avec quelqu'un qui a soutenu le plan de remigration de l'AFD que vous avez condamné. Vous travaillez avec quelqu'un qui a tenu dans cette campagne plusieurs fois des propos homophobes. C'est ça le projet que vous voulez mener du monde de droite, de la droite nationaliste ? Je vous l'ai dit. Mais évidemment, ils sont fascistes. C'est quoi cette question ? Il faut absolument que ce soit sur la ligne de Marine Le Pen. Bon, Madame Maréchal n'a pas tenu... Elle n'a pas changé. Non, mais elle n'a pas tenu des propos homophobes. Elle a tenu des propos sur la GPA. Je vous rappelle que la GPA est interdite. Ça a provoqué une polémique au sein même de gouvernement, est interdite en France. On s'est exprimé en disant qu'on ne considérait pas que la façon dont elle avait parlé aux personnes était souhaitable pour un débat apaisé et parler du fond. Mais elle n'a pas tenu de propos homophobes. Sinon, d'ailleurs, elle serait devant les tribunaux et vous l'auriez fait. Donc, revenons un peu de raison. Les associations, revenez un peu de raison. Oui, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous savez très bien que ça ne tient pas debout. Donc voilà, la stratégie qui a l'air d'être un peu décidée au dernier moment et dans l'urgence, c'est la suivante, c'est de dire que finalement les 14 ou 15% de Glucksmann, c'est 14 ou 15% qui devraient être chez Macron, leur tendre la main, leur dire si en gros si vous n'allez pas du côté de LFI, on ne vous entravera pas, au contraire, on sera là avec vous, et s'il vous plaît, faisons une union du centre qui va de Glucksmann à LR, même si LR a déjà refusé. Bellamy et Ciotti, en tout cas, l'ont fait. Même si Copé disait, lui, qu'il y était ouvert hier. Pour avoir une espèce de recomposition du macronisme sur la forme qu'il avait en réalité en 2017. C'est de recréer un peu ce bloc, etc., cornériser la gauche en renvoyant tous les accords qui pourraient être faits à gauche à une espèce d'alliance d'infamie avec Jean-Luc Mélenchon qui serait en dehors du champ républicain. Et donc déjà, les éléments de langage sont déjà prêts pour que la campagne soit faite contre la gauche par le RN et par LREM, notamment pour laisser le champ libre à la bipartisation de la vie politique autour de ces deux pôles, qui seraient là actuellement ceux qui se battraient pour le contrôle de l'Assemblée nationale dans 19 jours. C'est une stratégie qui est vraiment extrêmement risquée. Et puis, dans l'idée où LREM arrive à recréer son bloc bourgeois face au RN, il risque de se passer, hélas, ce qui s'est beaucoup passé au second tour de la présidentielle, ce qui serait absolument dramatique, c'est des reports de voix de la gauche vers l'extrême droite pour faire barrage à Macron. Il se retrouve là à défendre l'indéfendable, il sait pas comment défendre ça. On lui a dit, bon, ton rôle, toi, ce matin, c'est de sauver les meubles et d'expliquer pourquoi cette stratégie, qui visiblement ne répond à aucune forme de logique, est en fait quelque chose de réfléchi. Fait partie d'un plan machiavélique, super bien pensé, depuis longtemps, bien maturé, C'est vraiment le grand cru des grands crus de la politique, c'est le move à la baron noir que personne n'avait vu, alors qu'en fait c'est juste Macron qui a pété une durite tout seul dans son coin. Alors vas-y, va défendre ça maintenant, bon courage. C'est moi ou... Il sait pas trop où il va, non ? Et au moment où les démocraties dans le monde deviennent minoritaires, je pense qu'on doit se féliciter que le président de la République prenne cet engagement et nous propose et permette aussi aux Français de s'exprimer sur la ligne politique du pays. Et on y va pour gagner, je le dis, Stéphane, on y va pour gagner. J'entends un esprit de défaite derrière, mais c'est une nouvelle élection qui commence avec d'autres...
Non mais un esprit de défaite, mec. Macron, il a convoqué des élections pendant 19 jours alors que vous venez de vous prendre une branlée, que vous y allez tous à reculons et que vous avez appris hier, comme tout le monde, à 21h, que vous avez perdu votre boulot, votre poste, toutes vos commissions, vos projets de loi. Tout est parti à la poubelle pour probablement être remplacé par l'extrême droite contre lequel vous êtes censé incarner une forme de barrage. Évidemment qu'il y a un esprit de défaitisme, écoutez, bien sûr, c'est normal. Et 19 jours, pourquoi 19 jours ? Enfin, pourquoi du coup 20 jours à compter d'hier soir ? Ça n'a aucun sens. Aux enjeux, et j'aimerais bien qu'on pose les questions très franches sur les questions économiques. Quelle politique économique pour notre pays ? La réponse sur le dérèglement climatique, la réponse également sur les grands enjeux du monde. Non, mais il aurait pu dissoudre en septembre. Dans la presse, il y a un mot ce matin qu'on lit, c'est le mot de poker. Il aurait pu, Emmanuel Macron, dire bon là, écoutez, on tient jusqu'au J, on tient là, on finit le mois. Après c'est les JO, les vacances d'été, et puis quand on arrive en septembre, on fera une dissolution, on reconvoque des élections. Si jamais il avait et d'ailleurs c'est visiblement le scénario, ce que je vous disais tout à l'heure, qui était privilégié par le RN lui-même. Ou alors il aurait fallu dissoudre avant. Mais là, maintenant, tout de suite, pourquoi ? Et la métaphore de faire tapis, bref, du jeu de hasard. Est-ce que le président de la République fait un pari en allant à la dissolution il va passer encore plus déconnecté qu'il ne l'est, Macron. C'est un pari de confiance envers les Français. Et donc les Français doivent décider de la ligne économique, politique, géopolitique, internationale de la France. Alors là, c'est la réponse la plus déjà toute faite que j'ai pu entendre depuis hier soir. Hein. C'est vraiment... ça, c'était préparé, c'était un élément de langage vraiment tout fait, tout neuf. Il y aura pas de candidat de votre camp face à des sortants. Je veux pas qu'on rentre dans une logique de 4e République et de jeu d'appareil. Nous sommes dans la... Alors ça, ils ont des putains d'éléments de langage là-dessus. Alors que c'est évidemment de la politique politicienne ce qui est en train de se passer, ces espèces de circonvolutions, d'appels de bras tendus pour essayer de décapiter la gauche, tout en légitimant le RN comme seul ennemi politique de la scène nationale. Évidemment que tout ça répond à des logiques d'appareil, à des logiques de bloc. Enfin, faut arrêter, quoi. Non, il est tout serré dans son costume. Et on partage certaines convictions avec Olivier Faure, on a des désaccords. Qui est en face de vous et qui aimerait vous répondre, Olivier Faure, pour le Parti Socialiste. Est-ce que vous êtes prêt, puisque vous êtes raisonnable, à faire alliance, à entrer en campagne pour faire face au RN les 30 juin et 7 juillet prochains ? Je ne sais. Inattendu. Attention. Et donc maintenant, vouloir nous expliquer qu'il faudrait venir au secours de la majorité pour pouvoir faire face à l'extrême droite, alors que c'est le président qui a seul décidé de cette dissolution, je me pince. Bah ouais, il a raison, désolé, mais... Voilà. Mais ça n'est pas en nous expliquant qu'il va falloir maintenant adhérer au projet de la majorité que nous allons vous suivre. Ça serait complètement... Stéphane Séjourné. C'est clair. Mais c'est clair. Petit rappel que dans le travail de légitimation, il y a eu beaucoup de faits de la part de l'REM pour montrer que le RN était un interlocuteur valide, légitime, et qu'on pouvait discuter avec. Permettez-moi déjà de remercier tous les gens qui ont voté pour Jordan Bardella. C'est millions de gens qui ont voté pour cette liste, c'est millions de gens qui ont voté pour la première fois. Quand t'as des boucles d'oreilles comme ça, tu peux pas être prolo et voter pour des gens qui ont des boucles d'oreilles comme ça. Au bout d'un moment, enfin, faut se renseigner un peu. Hein. Et votre collègue le disait, Jordan Bardella est arrivé premier dans toutes les catégories socio-professionnelles, ce qui est quand même quelque chose qui est vraiment remarquable. Il est arrivé en tête dans 94% des villes. C'est un score, inégalé depuis 40 ans. Hein, et couronné par la dissolution. Et couronné par la dissolution et avec une forte légitimité, puisque quand même la participation était là aussi la plus forte depuis 30 ans. Est-ce que vous vous attendiez à cette annonce ? Est-ce que vous vous attendiez à ce que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale, lui qui s'y était refusé du début à la fin de la campagne ? Ouais, d'autant plus que je me dis, il est passé à côté d'un débat aussi avec Marine Le Pen, puisque quand il avait proposé le débat, Marine Le Pen... Alors, il y a une petite musique que j'ai entendue tout à l'heure, et qui me paraît hélas très probable, sur la question du débat avec Marine Le Pen. Il est probable qu'Emmanuel Macron sollicite à nouveau un débat avec Marine Le Pen pendant ces législatives. C'est la petite musique qui monte. On suit le dossier.
Candidat tout à fait naturel qui est là, qui est Jordan Bardella, qui encore une fois a été plébiscité et que ça nous paraît tout à fait cohérent. Vous savez bien, Laure Lavalette, qu'il y a un scénario parmi d'autres qui est si le RN a le pouvoir, le RN va s'affaiblir, le RN va se griller, le RN va faire montre de son incapacité à gouverner et donc on pourra revenir en 2027. Oui, alors vous savez, entendre ce scénario de la part de gens qui ont fait 900 milliards de dettes en 7 ans, il faut dire quand même que les macronistes ont fait autant de dettes en 7 ans que l'ensemble de la dette de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. On a bien vu ce que ça a donné, ça avant. Macron, il était nul à chier sur le premier mandat, il a été réélu pour le deuxième. Sur la question de est-ce que les mandats des députés durent 5 ans, sauf en cas de dissolution, est-ce que lors de la prochaine élection présidentielle, les députés continueront leur mandat pendant les 2 années qu'il leur reste, ou alors de nouvelles élections législatives auront lieu automatiquement? Non, il n'y a pas d'automatisme. En fait, ce qui se passe, et c'est ce qui se passait durant les septennats, quand tu avais un septennat, ce que tu faisais, c'est quand tu étais élu président de la République, tu directement demandais la dissolution du Parlement pour reconvoquer des élections législatives. Donc tu avais d'ailleurs une forme de latitude sur le calendrier. Tu pouvais attendre 1 mois ou 2, tu pouvais attendre ou pas. Souvent, t'attendais pas trop pour profiter de la dynamique de la présidentielle. Donc en fait, ce qui est très probable, c'est que si jamais là, si demain, c'est le LREM arrive à avoir un Parlement à peu près bien foutu, qu'il reste très mal élu en 2027, ils peuvent très bien décider de garder le Parlement tel qu'il est. La même chose pour le RN, d'ailleurs. Il n'y a pas d'automatisme. La seule règle, en cas de dissolution, c'est qu'on ne peut pas dissoudre plus d'une fois par an, en gros. Tu es obligé d'attendre 1 an avant de pouvoir redissoudre l'Assemblée. Donc t'as un cool-down d'1 an, en fait. C'est la seule impossibilité. Donc soit tu vas au terme des 5 ans, t'as forcément des élections, soit tu dissous, si jamais tu as absolument le pouvoir de le faire. Mais dans ces cas-là, il faut au moins qu'il y ait eu plus d'1 an avant les dernières élections. Tout simplement. T'es obligé d'attendre 1 an, quoi. Après, je suis pas constitutionnaliste, je peux pas vous répondre sur tout, mais je me suis renseigné sur ce genre de choses, et a priori, la Constitution, elle est assez claire. L'article 12 dessus est assez clair. C'est écrit l'année en cours. Je pense que c'est une année entière, une année dans le sens 365 jours. C'est pas écrit en jours, mais c'est écrit dans l'année en cours. Mais donc l'année en cours dans le sens une année totale, une année révolue. C'est comme ça que je le comprends, mais je suis pas constitutionnaliste. Mais ça me paraît très bizarre, sinon tu pourrais dissoudre 2 jours avant la fin de l'année et ça compte pas, quoi. Donc c'est marrant qu'elle appelle pas à l'union avec Reconquête et qu'elle peut faire seule, c'est marrant. Vous vous êtes parlé avec Éric Zemmour? Le parti a parlé avec Éric Zemmour? Moi, je n'ai pas parlé avec Éric Zemmour. Il y a des contacts avec Éric Zemmour? Il y a sûrement des contacts avec Reconquête, comme il y en aura avec les LR, comme il y en aura avec des souverainistes de gauche. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une souverainistes de gauche majeure là de mettre et avec Marion Maréchal qui, elle, ne vous a pas tapé dessus pendant toute la campagne, qui, elle, n'a pas attaqué Jordan Bardella. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait les dissensions absolument terribles à Reconquête, qui va, à mon avis, capoter aujourd'hui, si ce n'est des... Mais c'est absolument faux. Attendez, ici, on s'est fait tous les débats. Marion Maréchal, évidemment qu'elle a tiré à boulet rouge sur Bardella. Bien sûr que oui. Elle ment. Bien sûr que oui. Là, ils sont en train de faire... Elle parle de Philippot, pardon. Mais Philippot aussi, ça change quoi? Philippot aussi, d'ailleurs. Philippot, il a dit Bardella, c'est de la merde, Marine Le Pen, elle vaut rien, etc. Non, mais elle est loin. Elle est partie loin. A assuré hier soir que la majorité ne présenterait pas de candidats contre des députés sortants issus du champ républicain. Comment vous avez entendu cette déclaration? Qu'est-ce que vous avez compris? Je sais pas trop si c'est semaine A, semaine B, vous savez, avec le gouvernement, qu'est-ce qui est dans l'acte républicain, qu'est-ce qui n'est plus dans l'arc républicain. Même nous, une semaine, nous l'étions, pour eux, une autre semaine, nous ne le sommes pas. Hélas, absolument vrai, ce qu'elle dit. C'est pour ça que cette stratégie de l'arc républicain, c'est vraiment une bombe. Vraiment, ils ont posé une bombe et ils se sont assis dessus. Et ils attendent de voir si elle va exploser ou pas. Mais c'est terriblement vrai. Je peux vous dire que ce qui passe, ça passe parce que nous le votons. Et quand ça ne passe pas, souvent, c'est parce que nous ne le votons pas. Donc, nous avons été cette première force d'opposition il y a 2 ans, en juin. Donc, il y a aucune... on n'est pas du tout isolé. Et excusez-moi de vous dire que là, je pense que une soirée comme hier recentre évidemment au milieu du jeu le Rassemblement national. Et nous sommes ceux qui allons envoyer à l'Europe la plus grosse délégation. Il y a déjà 30 députés. Vous avez commencé à composer un gouvernement. Je pensais que vous parliez de l'Europe. Après, le général de Gaulle... je ne suis, vous savez que porte-parole de campagne, c'est des questions qu'il faut poser à Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais nous n'avons aucune inquiétude sur le fait d'avoir les talents et les capacités pour faire un gouvernement. Poussé de l'extrême droite, certes, mais... Avec l'histoire, on a un peu gauchisé le général de Gaulle, si je peux me permettre. Le général de Gaulle,
Ce qui distingue Pétain du général de Gaulle, c'est pas tant les idées politiques sur tout un tas de sujets sociaux et migratoires, qu'une vision de la France vis-à-vis du conflit international qui nous oppose à l'Allemagne. Ça n'est pas l'extrême droite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réveil des peuples. Laure Lavalette, c'est qui l'extrême droite, c'est, vous savez, quand vous êtes d'extrême droite, quand vous contestez tous les résultats électoraux, globalement, je suis pas sûr qu'il y ait des partis politiques qui les contestent. Il n'empêche, ce qui est sûr, c'est que hier soir, vous étiez sur Non, on est d'extrême droite quand on est des fascistes de merde, ce que vous êtes. Tous vos interlocuteurs qualifiaient le score de votre parti de score de l'extrême droite. Oui, et tous vos interlocuteurs. À gauche, c'est pareil. Moi, j'ai identifié des gens qui viennent de la gauche patriote. Il y a des gens qui étaient dans les environnements d'Arnaud Montebourg, de Jean-Pierre Chevènement, des gens comme ça. Ils ont vocation. Et ils insistent à fond sur cette idée, hein. Ils rendent tarés, hein. À venir. On leur dit d'ailleurs, venez, la porte est ouverte. Chez les Républicains, il y a des gens, puis il y a beaucoup de gens avec qui on travaille déjà, qui sont souvent des gens expérimentés, qui ont travaillé dans le monde de l'entreprise, des syndicats, etc., et qui pourraient faire de très bons candidats et demain de très bons parlementaires et apporter leur expérience. Donc, s'ils sont d'accord avec ce que nous proposons, eh bien nous sommes prêts à tendre la main aux plus nombreux Français possibles. On imagine évidemment qu'il y aura une très faible abstention. C'est des élections qui devraient, selon toute vraisemblance, mobiliser... Moi, je suis en train de me chauffer à faire réinscrire des gens qui sont plus inscrits depuis 20 ans. Alors, quand ils disent intérêt des Français, comprenez intérêt de la bourgeoisie. L'intérêt des Français. Il y a évidemment des marges de manœuvre. Quand nous proposons une taxe sur les surprofits, ça se met en place assez rapidement, une taxe sur les surprofits, et ça peut rapporter immédiatement pas mal d'argent. La privatisation du service public de l'audiovisuel. Ah, ça c'est pas le grand truc que Zemmour il défendait pendant la campagne de faut en finir avec l'audiovisuel public. Donc du coup ça a été repris ça. Bolloré doit être ravi. Sébastien Chenu, il y a des textes en ce moment même en discussion à l'Assemblée. Il y a le texte sur la fin de vie, il y a le texte sur l'assurance chômage. Sur la fin de vie, d'abord, est-ce que vous reprendriez ce texte ? Est-ce que vous poursuivrez ce texte ? Non, Marine Le Pen avait indiqué qu'elle souhaitait un moratoire sur les questions sociétales. Notre pays n'a pas besoin d'être fracturé sur des questions sociétales. Et aujourd'hui... Mais en fait, c'est moi où il parle comme s'il était déjà Premier ministre ou déjà ministre du budget. Ou déjà ministre de l'économie, il parle comme s'il était déjà ministre là. Elle lui sert la soupe et il déroule. C'est absolument désastreux ce qui est en train de se passer. Il parle comme s'il avait déjà gagné, qu'il était déjà membre du gouvernement. Sur les questions de stratégie, clairement, ils essayent de s'incarner en mode nous on est l'opposition anti-Macron, ce serait absolument démentiel de reconduire Macron. On est les seuls qui peuvent y arriver, on est le camp de... Comme si la gauche n'existait plus. Hein. On est le seul camp qui peut y arriver. Sur la question du champ républicain, parce que vous avez vu les macronistes nous disent oui, champ républicain, blablabla. Ils sont pas fous les FAF. Ils sont pas fous, ils ont bien compris que ils pouvaient jouer de l'ambiguïté que Emmanuel Macron et que son camp a pu avoir vis-à-vis du Rassemblement national, notamment par des figures, je pense par exemple à Dupond-Moretti, qui a redit à plusieurs égards récemment, dont hier soir, qu'en fait LFI était une force politique avec laquelle on pouvait moins traiter, on pouvait moins discuter que le RN parce qu'il serait moins républicain, il foutrait le bordel, etc. Ce serait pas les bonnes personnes. Donc le RN saisit au vol ce truc en disant mais attendez, nous on comprend pas, on est le champ républicain, on l'est pas parce que des fois le matin on l'est, le soir on l'est plus, des fois vous nous aimez bien, des fois vous nous aimez pas, donc on ne comprend pas, c'est pas très clair comme stratégie, donc ils essaient de prendre LREM à leur propre jeu, et comme on les a vus ramer, ces journées ils rament, Clément Beaune rame de ouf, mais à un niveau c'est incroyable. On sent bien que clairement c'est pas très réfléchi là ce qui se passe dans la Macronie. Hein. C'est pas très réfléchi. Et donc du coup quand on écoute c'est quoi les premières mesures de l'extrême droite et si jamais elle devait être au pouvoir, et là on sent qu'il cherche clairement à draguer LR. Pour moi, on sent vraiment ce truc où il nous explique que Tanguy nous rappelle qu'ils ont voté, par exemple, avec la majorité des lois pour renforcer le contrôle sur les gens en CDD, sur les chômeurs. Il nous rappelle qu'ils sont là pour limiter la dépense publique. Clairement, qu'il y a un truc qui est vraiment très cher à LR, par exemple. Il nous rappelle aussi qu'ils sont là pour qu'on ait plus d'ordre. Pour refonder un pays, refonder une unité et pour avoir moins de laxisme, et du coup évidemment une partie sans jamais dire vraiment immigration, sans jamais vraiment dire arabe, islam, etc. Là ils en disent rien
Par contre, ils nous disent les accords avec l'Algérie, la préférence nationale, priorité aux Français. Donc là, ils sont en mode, ils ont éliminé de tous leurs éléments de langage ce qui fait directement référence à leurs mesures les plus fortes finalement et les plus assumées pour l'instant en tout cas en cette matinée pour essayer de vraiment la jouer anti-Macron le plus large possible. C'est absolument terrible. Moi, je pense que le RN a une stratégie qui peut être gagnante pour eux. Hélas. Et on sent que la priorité du côté, désolé, mais la priorité du côté de la majorité, c'est de décapiter la gauche. On le sent ces journées quand il s'attaque à Faure qui est sur le plateau, que Faure qui le remet à sa place. On sent dans Clément Beaune des attaques répétées sur Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, alors que là, honnêtement, c'est bon. C'est pas comme si Jean-Luc Mélenchon faisait la pluie et le beau temps dans ce pays. Il fait déjà même plus la pluie et le beau temps à gauche encore actuellement. Donc de toute façon, faut arrêter d'agiter le chiffon rouge Jean-Luc Mélenchon comme si c'était lui qui c'était Belzébuth là qui avait vraiment ses deux couilles sur la France. Faut arrêter. Au bout d'un moment, faut vraiment arrêter.